Merci à toutes et à tous de rester fidèles aux conférences d'Energaia, nouvelle table ronde. Bienvenue à toutes et à tous. Une table ronde consacrée à un sujet dont on dit qu'il pourrait bousculer le quotidien de la filière des énergies renouvelables. Son titre, Intelligence artificielle et ENR, promesse ou révolution de la chaîne de valeur. On va voir comment l'IA s'invite déjà dans le développement de projets, dans la construction, dans la maintenance, la flexibilité. Et on se posera cette question. L'IA rebat-elle vraiment les cartes? Sommes-nous face à une évolution ou à une véritable révolution? On va en parler avec nos invités. Je les remercie chacun d'avoir accepté notre invitation. Nous rejoint Michel Joria, directeur général du CERS, le syndicat des entreprises de la transition énergétique et du numérique. Vous allez nous apporter la vision des entreprises réseau et des services énergétiques au plus près des chantiers et des contrats. À vos côtés, un développeur, Grégoire Simon, nous rejoint, président de WPD France, exploitant de parcs éoliens et représentant de France Renouvelable. Vous allez nous expliquer comment vous travaillez déjà avec l'IA. Nous entendrons également Jean-Louis Allaire, responsable des activités d'expertise numérique à la direction technique d'Eiffage Énergie Système. Vous travaillez sur les modèles algorithmes appliqués aux centrales. On verra comment vous travaillez au comportement des installations à partir des données. Enfin, Benoît Frodureau nous rejoint, directeur de l'innovation d'Equans Solar Storage. Nous rejoint. Vous allez nous apporter un regard terrain et système. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler notamment avec vous de l'usage de l'IA sur les chantiers, dans la construction, le contrôle qualité. Merci à chacun d'avoir répondu à l'invitation d'Energaia. Un mot pour le public. Vous pouvez réagir à l'occasion de cette table ronde. Vous avez un petit QR code qui est en bas de l'écran. Vous le photographiez, ça vous permet d'accéder à une appli qui s'appelle Slido et vous pouvez poser vos questions. J'essaierai dans la mesure du possible de les relayer à nos intervenants. N'hésitez pas à les poser pendant le cours de l'échange. Je les poserai à nos invités. Alors pour que vous sachiez un petit peu comment va s'organiser la table ronde, elle se déroule en 3 temps. On va d'abord parler des usages déjà bien réels de l'IA dans les énergies renouvelables. Puis on s'intéressera aux défis, comment adapter les systèmes, les compétences, les modèles. Et enfin, on se posera cette question qui est celle de notre table ronde. Sommes-nous face à une évolution ou à une révolution? Allez, on commence tout de suite avec vous, Michel Joria. On a parlé beaucoup des promesses de l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup actuellement. Concrètement, aujourd'hui, quels sont les usages les plus aboutis de l'IA dans l'exploitation, la maintenance des installations ENR? Est-ce que ces outils changent déjà vraiment la donne? Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, aujourd'hui, dans les usages de l'IA appliqués au secteur des énergies renouvelables, il y a 2 usages qui tiennent la corde. Il y a un premier usage autour de la maintenance et un deuxième usage autour de l'exploitation. Ça permet de faire quoi? Donc, ça permet de faire 2 choses qui sont extrêmement importantes. La première, c'est de la maintenance prédictive. Donc, en fait, l'ensemble des données que l'on collecte, que ce soit sur la température des panneaux solaires, sur les vibrations des nacelles des éoliennes, sur les images que l'on collecte par drone sur les pales des éoliennes, ça permet de détecter en amont des dysfonctionnements et d'intervenir avant qu'il y ait des coûts ou des dégradations qui coûtent cher à la fois à réparer et qui coûtent cher à la fois dans l'immobilisation de l'actif de production qui, pendant ce temps-là, ne produit pas. Ça, c'est la première chose qui est une forme de maintenance prédictive appliquée aux actifs renouvelables. Le deuxième usage qui est en train de se répandre et qui est extrêmement important, c'est tous les usages autour de la prévision de la production. Donc les usages autour de la prévision de la production, ils ont pris une place importante depuis 18 mois à 2 ans, on va dire, avec ce qu'a un peu documenté RTE hier, c'est-à-dire la phase temporaire d'excédent de production d'électricité que l'on a en France, qui demande de renforcer l'interaction entre les actifs de production et les besoins du système électrique, avec tous les besoins de flexibilité, de pilotage des actifs de production
au moment des épisodes de prix négatifs pour éviter les épisodes de prix négatifs, etc. Et là, l'IA nous permet, sur cet usage-là, d'être plus performant dans le dialogue des actifs de production vis-à-vis du système électrique et dans, j'allais presque dire, la valorisation de la production adaptée à ces épisodes d'excédent de production. Donc ça, c'est les deux usages qui sont importants. D'un côté, maintenance prédictive, et de l'autre côté, meilleure prévision de la production et meilleure interaction entre l'actif de production et le système électrique. Merci Michel. À côté de vous, Grégoire Simon, donc, qui est le président de WPD France. On a envie de savoir avec vous, aujourd'hui, dans vos métiers, comment vous utilisez déjà l'IA et concrètement, sur un parc éolien, par exemple, quels sont les usages les plus courants? Oui, bonjour à toutes et à tous. WPD, nous, on est un producteur indépendant, donc présent sur toute la chaîne de la valeur. Effectivement, comme l'a dit Michel Joria, le gros de l'IA se concentre sur la partie opérationnelle des parcs finalement, hein, donc maintenance, production, etc. J'aimerais ajouter avant d'entrer dans ce sujet-là que nous, au développement, ça nous aide aussi déjà parce que par exemple, ça nous permet de détecter les signaux faibles du territoire. Il y a des entreprises qui offrent des services pour identifier de manière automatique l'ensemble des décisions administratives préfectorales, appels d'offres, gazettes municipales, etc., de faire le tri avec des mots-clés. L'IA aide à faire beaucoup mieux que les outils qui existaient avant, donc ça peut nous aider déjà, nous, à identifier en amont des pistes de prospection. Sur la partie, effectivement, opérationnel des parcs, c'est là où le gain est le plus important et on trouve le plus d'outils aujourd'hui. Un exemple qui est un enjeu important, c'est le bridage des parcs. On a sur un parc éolien des restrictions de production qui sont liées à des chauves-souris, par exemple des présences de chauves-souris ou d'oiseaux. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont capables de mettre sur le marché des outils qui permettent d'identifier en temps réel si un oiseau arrive, de quel type d'espèce il s'agit, et de piloter le parc pour savoir si on va ralentir telle ou telle éolienne, l'arrêter, etc. Alors c'est les prémices, c'est cher. On imagine bien que dans quelques années, ça va considérablement s'améliorer. Donc ça, c'est déjà du concret. Et ça, c'est un couplage imagerie, donc j'imagine c'est sans doute des capteurs vidéo couplés à des données qui sont traitées en temps réel. Voilà, c'est des jumelles qui peuvent détecter un oiseau à 1,5 km, les gros, 1 km pour les plus petits. Il y a du machine learning derrière, donc on a appris cette machine-là à voir sous tous les angles pendant plusieurs années, repérer si c'était un milan royal, un milan noir, une cigogne noire, etc. Donc toutes les espèces les plus sensibles pour l'éolien aujourd'hui. Et effectivement, il prend sa décision. Il y a très très peu d'erreurs déjà aujourd'hui, hein. Il y a quelques pourcents d'erreurs de faux négatifs, donc ça marche très bien déjà et ça va considérablement s'améliorer. Donc ça, c'est déjà du quotidien pour nous. Sur la maintenance, Michel le disait, on est capable avec le machine learning déjà de saisir aussi énormément de données d'un coup. Donc en fait, une éolienne, on va observer en temps réel à la fois ses vibrations, ses capteurs, ses températures, etc. Et aujourd'hui, grâce au machine learning, on est capable d'anticiper des maintenances préventives, de détecter finalement en amont, avant que ça devienne un incident, s'il y a un élément qui commence à forcer. On va étudier des courbes de consommation électrique de certains moteurs d'orientation de nacelle, par exemple. Si ça augmente très légèrement, la machine va le voir, il va nous dire ça commence à coincer quelque part. Voilà. C'est des exemples très concrets qu'on a aujourd'hui. Bien entendu, il y a aussi, je terminerai par 2 petits exemples, les pales d'éoliennes qui sont un sujet sensible parce qu'elles s'érodent avec le temps. Donc aujourd'hui, on a des drones qui sont capables d'aller photographier la pale en quelques dizaines de minutes, prendre des photos et identifier de manière automatique des débuts de fissures, de cracks. On a la même chose en solaire aussi avec les détections des points chauds sur les parcs à partir d'imagerie. Donc c'est déjà là.
C'est déjà là. Benoît Froduro, vous nous confirmez que c'est déjà là aussi. Dans vos projets solaires et hybrides, vous voyez passer beaucoup d'innovations. Mais tout n'est pas game changer pour autant. Si on se concentre sur l'IA, quels usages vous semblent vraiment illustrer déjà le changement d'échelle en matière de performance? Alors, ouais, je vais vous parler de changement d'échelle et je vais essayer de rester sur des exemples comme vous venez de le faire. Nous, on a l'IA, du moins le traitement de l'ADN, parce que l'intelligence, comme on l'entend, les Anglais l'entendent sous le traitement de l'information, l'intelligence service, qui sont les services secrets anglais, c'est des services d'information. Et l'intelligence en anglais, c'est plus lié à la data et l'information. Donc c'est avant tout, avant de les rendre moins débiles, les algorithmes, c'est surtout traiter de l'information. Voilà, pour moi déjà c'est ça. Ensuite, pour parler d'échelle, effectivement, moi je vous parlais de construction. Equans, on a lancé depuis quelques années déjà sur nos grosses centrales, notamment en Australie. En Australie, on est en train de finir une centrale qui fait 450 mégawatts de puissance. C'est 1000 hectares, 1300 terrains de foot. Je vous ferai le calcul en table de ping-pong aussi un jour si vous voulez, mais c'est juste immense. Voilà, vous oubliez de serrer un boulon à l'autre bout, il faut aller à l'autre bout. Et en fait, sur ces grosses centrales, ces gros objets qu'on a à faire, on a déployé énormément de robots qui utilisent de l'imagerie pour aller plus vite, pour réduire les temps d'installation, pour être plus précis. Et je vais vous donner un exemple. Vous pouvez venir sur le stand d'Equans dans le grand hall là-bas. Tout en haut, il y a une photo d'un bras articulé, vous savez, avec des ventouses qui prend des modules et qui les installe sur des trackers. Typiquement, eux, on les a accompagnés, c'est une boîte partenaire qu'on a accompagné sur le développement de leurs robots. Au début, il leur fallait à peu près 1 minute 30 pour installer un module avec une précision d'1 centimètre. Voilà. Et en 2 ans, enfin même moins d'1 an, ils sont passés d'1 minute 30 à 30 secondes, donc ils sont réduits par 3 leur durée d'installation et leur précision est d'1 millimètre. Et tout ça en entraînant leur capteur de caméra. Donc ils ont acquis de la donnée, ils ont fait des tâches répétitives et le robot il va de plus en plus vite dans son placement, dans le mouvement de son bras, dans le positionnement du module, etc. Donc pour nous, effectivement, le traitement de l'image et l'information, on la déploie sur des robots et j'ai d'autres exemples là-dessus aussi que je pourrais partager. Mais sur des objets comme ça, on va chercher à utiliser l'IA pour gagner en vitesse d'installation, en précision. Et bien sûr, au final, les coûts. On ne va pas se mentir. Ensuite, comme on le disait tout à l'heure, sur la partie exploitation et maintenance, on va utiliser de l'IA, notamment sur de la thermographie par drone. On va pouvoir, donc ça c'est des choses qui sont commercialisées aujourd'hui. Mais on est sans cesse en train d'apprendre sur les défauts qu'on peut avoir sur les modules. Ça peut être un ombrage, ça peut être un POC, ça peut être des merdes de mouettes, ça peut être n'importe quel type. Et en fait, on va déclencher des campagnes de changement de module ou de nettoyage en fonction des pertes qu'on va avoir. Donc il faut qu'on ait des algos un peu intelligents pour analyser tout ça et bien sûr en mettre de l'IA derrière. Et dernier point, ce qu'on essaye aussi de regarder aujourd'hui, c'est l'utilisation des LLM, Large Language Model, donc qui sont de l'IA, pour par exemple pouvoir guider des opérateurs de centrales dans la proposition d'action qu'on pourrait faire. Donc en fait, l'outil peut vous proposer avec des phrases construites, tu devrais aller voir ça parce que je vois une tendance, etc., qu'on n'aurait peut-être pas vu à l'œil nu ou avec un opérateur. Donc c'est tous ces outils-là qu'on va se servir pour, encore une fois, aller plus vite sur la construction et être beaucoup plus efficace sur l'opération et donc sur la production des assets. Merci Benoît. N'hésitez pas si vous avez des questions aux intervenants. Vous savez que maintenant, dans cette nouvelle version d'Energaia 2025, vous avez la possibilité de poser des questions en direct. Donc, il faut scanner le petit QR code avec votre appareil photo et puis produire votre question. Je vais la relayer. Jean-Louis Allaire, on continue et on termine ce tour de table déjà pour savoir aujourd'hui très concrètement quels sont les usages. Vous travaillez au quotidien sur les modèles et les algorithmes appliqués aux centrales. Donc, si on regarde de près ce qui se fait déjà, là on parlait de performance à l'instant, de gains, de performance gagnée, de coûts. Sur la production et la gestion des énergies renouvelables, où est-ce que vous voyez déjà des réalités très concrètes à nous exposer ? Bonjour à toutes et à tous.
Ben en fait, on en a plusieurs. Très concrètement, aujourd'hui, on a plusieurs usages. D'une part, dans la maintenance, dans le diagnostic, mais aussi dans ce qu'on va appeler le pilotage intelligent des installations, où on va avoir des algorithmes prédictifs qu'on va mettre en place afin de mieux suivre les différentes centrales. Mais avant de détailler ça, j'ai envie de vous parler un petit peu de ce qu'on appelle le machine learning ou l'apprentissage automatique et savoir finalement pourquoi ça a changé les choses par rapport à la physique classique. Dans la physique classique, vous allez avoir des données d'entrée que vous allez faire passer dans des équations, vous allez obtenir des données de sortie. Les équations, ça va être typiquement la fonction de transfert d'un panneau solaire, ou d'un onduleur, ou d'un transformateur, ou l'ensemble de tout ça. On peut mettre aussi des lois de dégradation, par exemple, des panneaux solaires, parce qu'on sait que ça se dégrade dans le temps. Ça, c'est l'approche classique en physique. C'est comme ça qu'on le faisait avant. Aujourd'hui, là où l'apprentissage automatique, le machine learning a tout changé, c'est que vous prenez des données d'entrée, vous prenez vos données de sortie et vous reconstruisez l'équation entre les deux. C'est l'intelligence artificielle qui finalement va constituer ce modèle pour vous, grâce aux algorithmes d'apprentissage automatique. Ça a plusieurs choses d'assez géniales. La première, c'est qu'on n'a pas besoin de comprendre le détail de la physique. On n'a pas besoin de faire de la physique compliquée. On a les données réelles en entrée et en sortie. L'équation, on la refabrique par des algorithmes entre les deux. Ça a un autre impact particulièrement puissant, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'une centrale, ça évolue dans le temps. Ça se dégrade, ça s'améliore quand il y a des opérations de maintenance. Si on prend du solaire, si vous avez une tempête de sable, par exemple, ça va être moins productif. Si vous avez une grosse pluie, ça va les nettoyer. Il y a la dégradation naturelle des panneaux. Et tout ça, ça se voit dans les données. Ça se voit dans les données au jour le jour. Et comme nous, on va réentraîner nos modèles quotidiennement en général, le modèle il va se mettre à jour tout seul et il donne l'illusion d'être auto-apprenant. Et ça, c'est particulièrement puissant. Donc du coup, ces modèles, ils servent à plusieurs choses. Ils servent à suivre l'écart entre la productivité théorique et la productivité réelle et d'agir donc au plus vite en cas de perte de performance. Et ils permettent donc ces usages de maintenance et en plus, ils permettent de savoir quelle est la puissance qu'on va injecter dans le réseau de manière extrêmement précise. Et on sait que sur ce type d'installation, nos clients, c'est des pourcents ou des dixièmes de pourcents qu'ils vont chercher en termes de productivité. Donc gagner, typiquement avec l'IA, nous on a gagné 2% sur la précision des prévisions. On est passé de 6 à 4. Voilà. Donc ça c'est très concret. Donc voilà pour les usages qui, de mon point de vue, sont les plus aboutis. Il y en a peut-être un dernier duquel j'aimerais parler, c'est tout ce qu'on appelle la flexibilité. J'imagine que c'est des sujets que vous connaissez tous plus ou moins. Aujourd'hui, il devient de plus en plus rémunérateur d'être capable de s'effacer d'un réseau ou d'injecter un complément pour passer un pic de consommation. Et ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on doit savoir le plus précisément possible, y compris temporellement, pas seulement en puissance, à quel moment, à quelle minute même, si j'ose aller jusque-là, on va avoir besoin de ce gain de puissance ou de s'effacer du réseau. Et cette précision, on ne pouvait pas l'obtenir sans les algorithmes d'intelligence artificielle. Et justement, nous, on accompagne de plus en plus de clients sur ce qui devient de nouveaux modèles économiques et qui repoussent sur cette production fine. Merci beaucoup Jean-Louis. On va aborder maintenant les défis, voir avec vous très concrètement ce que nous réserve l'IA demain. Mais peut-être avant, on prend une question. Comment vous voyez l'intégration de l'IA agentique et de l'IA générative dans ce genre de projet ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous utilisez déjà l'IA agentique? Alors l'IA générative, si vous venez de le dire. Qui souhaite répondre? Est-ce que vous avez une réponse, toute faite ou pas? Sinon, c'est pas grave. Si moi je peux répondre, non, on ne l'utilise pas encore. Enfin, on est en train de développer des agents maison. On n'y est pas encore, ce sera pour l'année prochaine ou l'année suivante. Mais je vous donne un petit exemple. On a construit 45 parcs éoliens depuis une vingtaine d'années. Ça veut dire autant d'études d'impact, autant d'avis des 25-30 services de l'État sur chaque projet. Des analyses juridiques dans tous les sens, des recours parfois, etc. Il devient intéressant de pouvoir utiliser ces dizaines de milliers de pages pour mieux développer nos projets de demain. Donc manuellement, c'est un peu compliqué de le faire. Donc on est en train de développer un agent interne qui saura nous guider, nous aider à mieux rédiger l'étude d'impact en cours, par exemple.
Merci pour cette illustration qui répond parfaitement à la question. Je vous invite, lorsque vous posez des questions, à peut-être mettre votre prénom un minimum, parce que ça sera plus convivial, parce que sinon vous apparaissez comme anonyme. Donc un petit prénom, c'est plus chatoyant. On va voir maintenant les défis de l'IA. Michel Georgia, pour le CERS, on voit déjà les cas d'usage, ils sont très concrets. Maintenant, la question qu'on a envie de se poser tous ensemble ici collectivement, c'est où est-ce que on peut avoir la plus grande évolution, si ce n'est la révolution la plus importante dans la chaîne de valeur? Est-ce que c'est sur le développement de projets, comme l'a dit à l'instant Grégoire, il y travaille déjà? Est-ce que c'est sur la maintenance, on l'a vu, la flexibilité, parce qu'il y a des moyens financiers à aller chercher là où, dans les ENR, on recherche des nouvelles voies de financement. Est-ce que c'est sur les marchés de l'électricité? Quelles pistes potentielles vous pouvez nous dresser, nous ouvrir? Sur la maintenance, on a déjà parlé. Maintenance, exploitation, c'est des choses qui sont en marche. Et du coup, aujourd'hui, j'allais presque dire de là où on voit deux segments potentiels d'utilisation forte de l'IA qui peuvent bousculer assez fort les chaînes de valeur. Le premier, et Grégoire le citait, c'est sur les phases de développement. Mais j'allais presque dire, pour les phases de développement, des deux côtés de la barrière. C'est-à-dire que comment... et c'est ce que décrivait Grégoire, comment des développeurs de projets qui ont accumulé des dizaines et des dizaines et des centaines de démarches de permitting, d'études associées pour demander ce permitting, etc., comment ils peuvent utiliser les IA pour regarder les données et du coup affiner leur travail en matière de choix de localisation, en matière de contenu d'études d'impact, contenu d'études paysagères, impact environnemental, pour maximiser les chances que le projet aille jusqu'au bout et réduire les coûts de développement. Donc ça, c'est une phase de l'étape de développement. Mais en face, quand on dépose un projet, on dépose un projet vis-à-vis d'un service de l'État. Et quand on regarde les délais d'instruction, les allers-retours entre la complétude du dossier, pas la complétude du dossier, etc., etc., on pense quand même qu'il doit y avoir un mouvement du côté de l'administration pour que dans tout le process de permitting, il y ait un petit peu d'IA qui soit introduit pour fluidifier les phases préalables qui sont les phases de complétude du dossier. Est-ce que quand un développeur dépose son dossier, on doit attendre 1 an et demi, 2 ans parfois pour savoir si le dossier est complet ou pas? Non. Non, on dépose. À la fin de la journée, on doit savoir si le projet il est complet. S'il n'est pas complet, paf, on fait un petit message au porteur de projet et on lui dit, écoute, il manque telle pièce, vous avez 15 jours pour remplir la pièce. Ou alors, on lui dit, bah, écoutez, on a vérifié, la complétude est bonne. Deuxième étape, est-ce que la qualité des pièces que vous avez rendues, le contenu de l'étude d'impact paysagère, le contenu de l'étude d'impact environnemental, le contenu de l'étude acoustique, etc., sont suffisants? Oui, non, par rapport aux standards qui a été défini par des modèles types. Et là, on demande, le cas échéant, des compléments. Ça, en termes de coûts de développement dans une industrie de CAPEX, qui sont les ENR, du coup, ça permettrait de réduire fortement le coût et d'aller vers des projets plus compétitifs et des besoins de CAPEX moins importants. Ça, c'est un premier usage qui, pour nous, est très prometteur et qui, en plus, s'applique à tout ce qui demande un permis aujourd'hui. Vous développez un système de stockage par batterie, vous avez besoin d'un permis, même démarche. Vous développez un data center, vous avez besoin d'un permis, même démarche. Donc, tout le process de permitting, que ce soit du côté des services de l'État ou du côté des porteurs de projets, doit être fluidifié par rapport à ce type de démarche. Ça, c'est un premier axe. Deuxième axe qui est extrêmement important, c'est la partie valorisation de la production et contribution des actifs de production au fonctionnement du système électrique. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il y a vraiment des besoins nouveaux qui sont apparus très vite, du fait notamment du déséquilibre entre cet excédent temporaire de production qui génère beaucoup d'écarts entre les prix hauts, les prix les plus bas d'électricité et les prix les plus élevés d'électricité, qui génère des phénomènes de prix négatifs, qui peut générer des problèmes de fréquence et de tension sur le fonctionnement du système électrique. Et du coup, le gestionnaire de réseau du système électrique, en l'occurrence RTE,
est de plus en plus prescriptif vis-à-vis des producteurs pour leur demander la prévision une prévision de plus en plus fine sur les actifs de production, pour leur demander de contribuer à des services systèmes pour contribuer à régler la fréquence, la tension, etc. Et c'est vrai que ces demandes-là sont apparues très très vite pour la profession. Et pour le coup, pour être embarqué et pour pouvoir permettre de répondre à ces demandes qui font partie de la sécurisation du système électrique, puisque aujourd'hui les ENR représentent une part importante de la production d'électricité en France, en Europe, donc elles doivent prendre leur part là-dessus. L'IA peut beaucoup aider. Ça, c'est extrêmement important. Dernier usage qui est important, notamment sur l'exploitation et la maintenance, il est très utile parce qu'il faut qu'on regarde les actifs de production qui sont aujourd'hui sur le territoire comme un patrimoine. C'est une infrastructure de production d'électricité. La somme des éoliennes, la somme des panneaux solaires sont une infrastructure de production d'électricité à un patrimoine, comme le réseau routier, comme le réseau de ponts, comme le réseau de ferroviaire en France. C'est pareil. La seule différence, c'est qu'il est possédé par plein d'acteurs et pas uniquement par une entreprise. Mais sinon, c'est pareil, c'est la même logique, c'est un patrimoine. Ce patrimoine-là, il faut en optimiser les coûts de fonctionnement. Historiquement, les infrastructures, ce sont des industries de CAPEX. Okay, il faut, à travers l'IA et grâce à l'IA, les faire pivoter petit à petit dans cette gestion patrimoniale pour en faire petit à petit des industries d'OPEX. Donc des industries et des infrastructures qui vont optimiser leurs OPEX pour rééquilibrer certains modèles économiques, mais aussi pour en faire durer la durée de vie, pour en prolonger la durée, dans une logique patrimoniale. Et là, les données et l'analyse que l'on peut faire de ces données grâce à l'IA doit permettre de faire ça. Il faut vraiment regarder ces actifs de production comme un patrimoine. C'est vraiment important. Et l'exploiter comme un patrimoine. Et là, pour le coup, dans les travaux qui pourraient être faits à l'échelle d'une filière, je me tourne vers Grégoire, cette logique-là, comment les actifs de production possédés par les différents acteurs des énergies renouvelables passent collectivement vers une logique de gestion d'un patrimoine national, c'est quelque chose qui est très important. C'est le mouvement qu'ont fait tous les autres acteurs de l'infrastructure. Il faut que les acteurs des renouvelables fassent ce mouvement et l'IA peut l'aider à le faire. Grégoire, on vient d'entendre Michel sur des cas d'usage pour demain très très pratiques, très intéressants. Et on sent bien qu'il y a la possibilité d'aider au changement du modèle économique à un moment où il y a beaucoup de questionnements. Est-ce que la transformation la plus importante n'est pas du côté de la flexibilité, là où il y a des revenus à aller chercher ? Oui, je rejoins ce que Jean-Louis Allaire disait tout à l'heure. C'est évident qu'on a, et puis c'est ce que disait Michel à l'instant, c'est-à-dire on a des outils de production qui sont un peu bêtes, comme on avait un réseau qui était assez bête, et ça fait quelques années qu'on parle de smart grid, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, demain, un acteur producteur indépendant qui a du solaire, de l'éolien, du stockage, chaque unité vendant à des prix différents, avec des contrats différents, il a besoin d'arbitrer, comme Jean-Louis le disait, à chaque minute, les meilleurs choix pour optimiser ses revenus dans un contexte où les prix vont continuer à être assez fluctuants dans les prochaines années. Donc là, il y a besoin d'intelligence. Ça, c'est une vraie amélioration possible qui commence à être là, mais je pense que ça va s'améliorer encore beaucoup. Donc on parle de virtual power plant, c'est-à-dire des modèles assez complexes où finalement il y a tellement de données qui rentrent dedans, où on gère en fait un parc de plusieurs entités de production réparties sur la France ou sur l'Europe. Bon, bah ça, si on n'est pas aidé par la machine, ça va être compliqué d'optimiser ça en temps réel. Voilà. Donc ça, c'est sûr que je vois clairement là une amélioration absolument phénoménale. Je vois aussi, je rejoindrai Michel sur l'aspect optimisation de la production. Effectivement, on a un parc. Certaines éoliennes datent, ou certains parcs PV datent de plusieurs années, donc ils n'ont pas les dernières technologies, derniers cris. Donc effectivement, il y a une évolution en fait à la question du rétrofit, de l'amélioration des machines. Si on regarde une voiture des années 80
et une voiture aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Les dernières voitures électriques chinoises, là, j'ai même vu, elles sautent les obstacles pour éviter les trous dans la route. Voilà, moi. Et à l'époque, on a commencé à installer un GPS. C'était un petit boîtier totalement extérieur à la voiture qui venait conseiller le conducteur. L'éolienne, c'est un peu ça aussi encore aujourd'hui pour beaucoup part d'entre elles. Je parlais des oiseaux tout à l'heure. On peut prendre un autre exemple, par exemple le bruit. Le bruit, on applique une réglementation qui, au passage, en France, est parmi les plus restrictives du monde. Donc on a des plans de bridage qui restent théoriques, c'est-à-dire certes on a mis des micros il y a 5 ans et puis on revérifie une fois l'éolienne mise en service si ça correspond, mais on applique ensuite un algorithme un peu bête et méchant sans rétrofit, enfin sans retour d'information. On pourrait très bien imaginer qu'on mettrait des micros vers les habitations des riverains les plus proches et qu'on gère ça en temps réel, en fonction des conditions de vent réel, de pluie, de vent dans les feuillages, etc. etc. Et même que si on sait que telle ferme, là, ils ne sont pas là ce week-end parce qu'ils sont partis en vacances, de pouvoir produire davantage, ça fait un peu plus de bruit quand on produit un peu plus, mais c'est pas grave parce qu'il n'est pas là. Donc passer d'une réglementation un peu bête et méchante, j'ai envie de dire, vers un système ultra perfectionné, ça, moi, je pense que dans 10 ans, ça devrait être monnaie courante, logiquement. Parce qu'on a besoin d'optimiser le parc existant. C'est compliqué et long de construire des parcs éoliens, même de les renouveler, c'est compliqué. Donc effectivement, c'est intéressant ton approche, je trouve, Michel, de patrimoine. On a là quelque chose qui est installé, qui a fait l'objet d'une acceptabilité, qui produit. Il faut réussir à produire le maximum. Malheureusement, là, la tendance est plutôt inverse, puisque les derniers projets que nous avons, par exemple, on a des restrictions au niveau des arrêtés préfectoraux. Quand on cumule le bridage pour les oiseaux, le bridage pour les chauves-souris, le bridage pour le bruit, etc., on arrive à 10-15% de pertes par rapport à ce qu'on pourrait produire en théorie. Ce qui rend très compliqué le financement de certains projets. Bon, c'est dommage, parce que je pense qu'effectivement, avec des outils plus perfectionnés et puis un peu de modification réglementaire aussi, on serait capable de faire beaucoup plus. Donc je pense que c'est là-dessus que ça va beaucoup jouer dans les années qui viennent, c'est aller gratter les pourcents de production supplémentaires qui seront bons pour le réseau, qui seront bons pour le prix de l'électricité pour le citoyen parce que ça va le faire baisser, et puis qui seront bons pour les opérateurs pour qu'ils puissent financer de nouveaux projets. Tout ça est très intéressant. La question qu'on peut se poser aussi, c'est quelles sont les conditions de la réussite. Benoît Fraduro, vous voyez 3 conditions. Vous parlez d'un triptyque, délai, coût, qualité. Et ça, c'est extrêmement important de l'avoir constamment en tête. Oui, là, je suis sous un angle un peu constructeur, mais c'est très intéressant. Là, c'est pour ça que j'étais un peu parti dans des réflexions, mais allez-y, enchaînez. Effectivement, aujourd'hui, les assets énergétiques, ça fait 15 ans que je suis dans le solaire, ça a été toujours une course aux réductions du CAPEX, principalement. CAPEX, c'est des acheteurs qui regardent en bas la note et boum, voilà. Donc là, c'est exactement des notions de LCOE dont on est en train d'évoquer. LCOE, donc CAPEX plus OPEX sur une période qui doit être la plus longue possible, divisée par l'énergie produite qui doit être la meilleure possible. Donc, en fait, on va essayer sur ces 3 facteurs-là, plus il y a quand même un petit coefficient de coût de l'argent qui est non négligeable aussi et qui peut... bref. Mais sur ces 3 facteurs de l'équation, effectivement, sur le CAPEX, on va essayer de diminuer nos coûts. Diminuer nos coûts, ça veut dire peut-être aller plus vite, avoir moins de monde sur site moins longtemps, et aussi améliorer notre qualité. Qualité, elle a un impact sur les 2 autres, sur le coût et sur le délai. Vous plantez tout de travers, vous installez tout de travers, il faut tout démonter, il faut tout refaire, boum, voilà, vous impactez tout. Et donc on impacte indirectement le CAPEX et donc le LCOE au global. Et ça, bien évidemment, on peut faire de l'analyse d'image, regarder, avoir des petits robots qui circulent, qui vous disent vos pieds, les droits et les travers, etc. On peut améliorer la production par différents moyens, soit de mesures de drones, soit sur des... Et en fait, ce qu'on fait plus ou moins, là, c'est de rajouter des capteurs, rajouter de la data. Et cette data-là, on va pouvoir nourrir des algorithmes qui peuvent être classiques. Il ne faut pas les négliger, le Y égale à X plus B, des fois ça marche. Mais on a cette possibilité d'aller aussi sur des réseaux neuronaux, sur des stats, sur des nouveaux algorithmes mathématiques qui vont nous permettre de
d'optimiser des critères. Et c'est ça le but du truc. On peut faire de la recherche opérationnelle, ça s'appelait pas de l'IA à une époque, ça s'appelait de la recherche op, j'en ai fait en école d'ingé. C'était comment j'optimise un critère. Quelles sont les équations que je vais avoir pour optimiser un, voire du multicritère. Et là, on est sur de l'approche d'optimisation multicritère, c'est des maths. C'est ce qu'on va essayer d'utiliser. Et donc, quelle intelligence on va mettre à ça? Comment on va intégrer des capteurs aux bons endroits, pas trop non plus, de manière à nourrir des algorithmes et pouvoir réduire. Enfin, moi, c'est le triptyque coût, parce que CAPEX, aujourd'hui, si on gagne des affaires, c'est qu'on est les moins chers. Il y a la qualité aussi, qui a un impact sur les autres, et bien sûr, le délai. Merci. Jean-Louis Allaire, j'avais une question toute faite, mais je me dis que vous avez peut-être envie de rebondir sur tout ce qui a été dit, parce qu'on voit que les impacts sont sur le modèle économique, sur l'aspect opérationnel. Donc vous avez sans doute envie de réagir à ce qui vient de se dire. Oui, effectivement, j'allais y venir, et pour ne pas répéter ce qui a déjà été dit par mes collègues et auxquels j'adhère totalement, y compris à ce que vous venez de dire par rapport à l'exploitation de la donnée, qui effectivement, on a des systèmes experts, par exemple, qui existent aussi depuis de très nombreuses années, et nous, on a une approche finalement assez pragmatique sur le sujet en termes d'analyse de données et de modélisation, c'est qu'on commence toujours par les solutions les plus simples. Et pourquoi on le fait? On le fait pas parce qu'on est sympa, bien qu'on le soit, mais on le fait surtout parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace, souvent de moins cher, mais aussi de plus respectueux de l'environnement. Et là, je veux faire le lien avec la sobriété énergétique. Finalement, aujourd'hui, on a une explosion de l'IA générative. Pas perdre de vue que c'est des algos qui, à date, consomment énormément d'énergie. Alors, il y a des travaux de recherche sur le sujet pour faire baisser ça, mais là, tout de suite, Y égale f de x, ça coûte beaucoup moins cher à calculer qu'un LLM, un grand modèle de langage. Entre les deux, il y a les autres types d'IA dont j'ai parlé tout à l'heure, dans le machine learning, qui lui est quand même relativement frugal en termes de consommation de données. Et justement, les données, c'est là-dessus que je voulais peut-être ramener un petit peu le sujet. On dit que l'information, c'est le pouvoir. Et moi, je pense que la donnée, elle est omniprésente dans tous ces sujets. Donc évidemment, la donnée, il faut la capter, la stocker, ne pas la perdre, la conserver. Donc ça, c'est des sujets d'informatique traditionnelle, mais qu'il faut adresser et traiter, et qu'on adresse très bien chez FH Energy System. Mais au-delà de ça, la donnée, il va falloir de plus en plus l'analyser, la modéliser et en faire quelque chose. Mais pour ça, il faut en disposer. Et l'effacer à la fin, peut-être, non? Ça, c'est des sujets de sobriété énergétique. Oui. C'est combien de temps on les garde, etc. Mais on pourrait faire la conférence juste là-dessus. Donc je ne vais pas rebondir. Moi, j'ai toute l'après-midi. Mais peut-être pas eux. Bien là. Si. Et en fait, non, là où je voulais en venir, c'est qu'il y a un énorme enjeu en fait sur la maîtrise de la donnée. Qui a accès à la donnée? Quelles organisations? Et moi, je pense que ça peut rebattre les cartes du grand jeu finalement des acteurs des ENR. C'est qui a accès à quelles données et qu'est-ce qu'il va en faire en termes de valeur ajoutée. Et là-dessus, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une évolution du cadre législatif qui est en cours. Alors, l'open data, ça fait quelques années que ça existe, même si je crois qu'on n'en fait malheureusement pas grand-chose en France pour l'instant. Mais il y a le Data Act qui vient de sortir. Et celui-là, je pense, aura des impacts beaucoup plus forts parce qu'il crée des obligations aux producteurs de données de les mettre à disposition, notamment de leurs clients sous certaines conditions. Merci beaucoup, messieurs. Je vous propose qu'on prenne quelques questions avant d'aborder notre dernière partie qui va être la réponse finalement à la question de cette table ronde. Est-ce qu'on est face à une promesse ou une révolution? Alors, je prends une question de Nico. Hello, est-ce que vous privilégiez le développement d'outils internes pour rester souverain de vos données et vos processus, ou utilisez-vous plutôt des outils externes? Je peux faire un début de réponse. Allez. Alors, nous, en tant qu'intégrateurs, on privilégie les deux. Voilà. Par contre, la souveraineté, elle ne se joue pas uniquement entre l'interne et l'externe. Il ne faut pas perdre ça de vue. La souveraineté, il y a tout un tas de sujets de souveraineté par rapport à la localisation des données, notamment par rapport aux cloud providers américains qui sont soumis au Patriot Act américain, qui donne un accès aux services américains à l'intégralité de nos données. Ça, on l'oublie souvent. Mais pour en revenir à FH Energy System, nous, on fait les deux. C'est-à-dire qu'on développe nos propres solutions pour garder une certaine indépendance par rapport aux éditeurs et pour optimiser des coûts de licence. Mais quand il y a des solutions qui sont excellentes sur le marché, on préfère les acheter et les intégrer. On est avant tout des intégrateurs. Et donc, en fait, c'est du cas par cas.
Oui, vous vouliez Je crois rebondir, que j'ai pas Benoît ? mieux, mais c'est une très bonne réponse. Et il y a aussi l'aspect propriété de la donnée, ce qui rejoint un peu ton propos, Jean-Louis. Mais aujourd'hui, à qui appartient la donnée, c'est quand même des questions qui ne sont pas encore résolues. Et effectivement, avant de choisir l'outil, déjà, de toute façon, les outils, il faut les nourrir par une donnée. Et la donnée dont on est propriétaire, on peut s'en servir. La donnée, elle doit être rangée, elle doit être propre, parce que cheat in, cheat out, hein, ça c'est n'importe quel algorithme, vous lui rentrez des trucs n'importe quoi, il sortira n'importe quoi, l'IA ou pas. Et puis donc du coup nous effectivement Equance on a une division qui s'appelle Equance Digital donc qui est dédiée justement à tous ces sujets-là. Donc oui, on a beaucoup d'internes, mais encore une fois, exactement comme nos confrères des FAGE, on peut aussi très bien choisir des solutions externes quand elles se présentent. Alors, une question bis sur ces sujets de solutions internes ou externes. Quel est l'état du marché et de l'offre d'outils selon vous ? Il y en a un paquet. Hein. Ah, il y en a un paquet. Moi, je commencerai par dire que c'est un marché qui est totalement immature aujourd'hui, Oui. en constante évolution, et que ce qu'on pourrait dire aujourd'hui sera peut-être faux, pas demain, mais dans 6 mois. Ah, quand même, c'est court. Oui. Ça va super vite, ouais. Il y a à mon avis, il y a une consolidation des acteurs qui se profile. Je ne sais pas à quel horizon. Voilà. Donc ça, c'est un début de réponse. Non, mais je te rejoins. Oui, c'est quand je dis il y en a plein, effectivement, il y en a qui pop-up peut-être pas tous les jours, mais tous les 2 mois. On est sollicité quand même par énormément d'acteurs. Après, il y a les gros qui continuent leur développement. Des fois, c'est pas trop cohérent. Des fois, on a même des acteurs de certains. Je sais pas, même des constructeurs de matériel qui s'orientent vers le digital et qui proposent des solutions qui n'ont pas forcément lieu d'être par rapport à leur métier d'origine. Enfin, donc ça arrive vraiment de partout. On a des gros, on a des gens qui n'étaient pas dans le marché qui s'y dirigent parce que digital, parce que digitalisation, etc. Moi, je m'y perds un peu. Hein. Je dois dire. Alors, je suis pas totalement axé sur le numérique, peut-être moins que toi, mais. Oui, bah nous, on a une grosse activité de veille en réalité sur ces sujets. On y passe beaucoup de temps. Hein. On compare les solutions. On va parfois jusqu'à les tester, les challenger, faire des POC quand ça nous semble vraiment intéressant. Et c'est un travail réellement du quotidien et qui s'arrêtera, à mon avis, jamais de manière générale, mais qui ralentira pas avant plusieurs années. Et peut-être de l'IA pour faire du benchmark. Un outil pour toi. Alors, une autre question. Au-delà de l'IA générative et agentique, envisagez-vous aussi d'introduire l'IA causale qui s'attache à la compréhension et la modélisation des relations de cause à effet plutôt que d'identifier des modèles ou des corrélations ? C'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure. Sur l'analyse de défauts, par exemple, sur un problème que vous avez sur un système de production, vous avez un disjoncteur qui s'ouvre. Les premières fermes solaires, les premières fermes que je faisais, les datas n'étaient pas horodatées, ce qui fait qu'il y avait plusieurs systèmes de protocoles, Modbus, CAN, machin, etc. Et quand vous avez un disjoncteur qui s'ouvrait, les causes apparaissaient des fois avant l'ouverture du disjoncteur. Et donc on recevait à peu près 300 SMS. Ah, j'ai plus de piles là, je crois. Ah non, si c'est bon, ça marche. Donc vous imaginez un peu le chantier qu'il y avait derrière ça, et ça c'était il y a 15 ans. Et aujourd'hui, on arrive, donc déjà, le premier truc à faire, c'est de redater les protocoles de com. Donc là, voilà, encore une fois, cheat in, cheat out. Et on peut avoir aussi des systèmes d'IA génératifs qui vont guider les opérateurs. Mais j'en discutais justement avec des gens d'Equance Digital. Ils proposent déjà des solutions comme ça sur certains assets énergétiques, peut-être pas forcément de production, mais aussi des usines ou des choses comme ça. Et ils se sont aperçus que ces IA-là pouvaient proposer des conseils, peuvent conseiller en fait les opérateurs sur des choses qu'ils n'auraient même pas vues eux-mêmes, c'est-à-dire des tendances qui sont cachées. Et il y a même des fois, ils m'ont montré un exemple où le langage, l'IA générative va dire tu devrais regarder par là-bas parce qu'il y aurait peut-être un truc qui déconne. Et effectivement, c'était là et le mec l'aurait jamais vu ou l'aurait vu beaucoup plus tard. Et quand on voit plus tard, on a moins de production, on a moins de LCE, bref, voilà. Donc ça nous permet aussi d'anticiper des choses et d'utiliser, encore une fois, c'est des algos qu'il y a derrière. L'IA, elle est générative, elle vient conseiller, mais elle est basée sur des algos qui viennent. J'ai un faux contact dans mon truc là. On va vous apporter
un autre casque. Peut-être juste en complément par rapport à ce qui a été dit auquel je souscris. Chez FH Energy System, on a un travail de recherche et développement sur ce sujet-là, justement, qui a commencé il y a à peu près 1 an et demi, qui va durer encore à peu près autant. Et nous, on a déjà mis en place des algorithmes dans le domaine de l'industrie pour essayer d'anticiper la survenue d'événements indésirables, typiquement des anomalies. Et ce qu'on va chercher, c'est des patterns récurrents dans la succession de ces alarmes. Si je fais le parallèle avec votre e-commerçant préféré, si vous mettez un écran d'ordinateur dans votre panier, il va vous proposer d'acheter un câble HDMI. Et s'il vous le propose, c'est pas parce qu'il y a un lien, il n'y a pas un lien entre ces deux éléments, c'est parce que statistiquement, d'autres ont fait la même association. Et en fait, c'est ces mêmes algorithmes qu'on va chercher à appliquer à des successions d'alarmes, à des avalanches d'alarmes pour essayer de prédire ce qu'il pourrait se produire. Et ça, on est en train de travailler à une généralisation de ces algorithmes et on espère entre autres l'utiliser dans le domaine des ENR. On prend une dernière question et puis après, je vous demanderai en conclusion, est-ce qu'on est face à une promesse ou une révolution? Et je vous inviterai à réagir dans le public, à remonter vos remarques si vous le souhaitez par micro ou via notre solution numérique. Dernière question qui nous parvient de Bastien. Bonjour, comment nous situons-nous par rapport à nos voisins européens dans l'implémentation de l'IA dans nos processus? Il y a des questions qui n'ont même pas obligatoirement une réponse. Hein. Joker, en bas. Michel? Enfin, spontanément, j'allais presque dire la quasi-totalité des acteurs des énergies renouvelables sont des acteurs européens. Et donc, en fait, voire au-delà, voire mondiaux pour pas mal de produits. Bon. Donc, en fait, quand ils cherchent à intégrer une solution, ils cherchent à intégrer sur leurs différents marchés. Alors, de temps en temps, à des vitesses différentes de marché à l'autre, parce que typiquement, il peut y avoir plus de problématiques de flexibilité, de prix négatifs, de développement dans un marché que dans l'autre. Mais honnêtement, à l'échelle de l'Europe, je ne suis pas sûr que ce soit complètement discriminant du fait que les grands donneurs d'ordre travaillent à cette échelle-là déjà. C'est ce que je dirais. Très bien, allez, on arrive au dernier temps de notre échange. La question est simple, je la pose à chacun d'entre vous. Peut-être on commence avec vous, Michel. Donc, est-ce qu'on est face à une promesse ou à une révolution de la chaîne de valeur? On est face à une promesse, mais une promesse qu'il faut savoir saisir. C'est-à-dire que structurellement, les acteurs des énergies renouvelables, on regarde beaucoup l'IA comme une opportunité de marché dans le sens où c'est quelque chose qui va faire croître la consommation d'électricité. Et donc, qui dit croissance de la consommation d'électricité, dit besoin additionnel d'actifs de production. Et donc, souvent, c'est l'angle qui est pris, surtout dans le moment dans lequel on est, notamment en France. Mais attention. C'est aussi évidemment, il faut suivre cette ligne-là, elle est très importante. Mais attention, c'est aussi quelque chose qui vient ouvrir des portes et des opportunités à la fois aux acteurs qui sont déjà en place, notamment ce qui était dit tout à l'heure sur toutes les données de demande de permitting, d'études, de développement, etc., sont utiles pour les développeurs en place et peuvent les aider à optimiser leur process, baisser les coûts, tout ça. Mais elles peuvent être aussi utiles à des acteurs extérieurs qui aujourd'hui ne sont pas dans la profession et qui peuvent arriver en disant voilà, il y a tout un tas de données publiques et en fait moi je vais entre guillemets ubériser une partie du système de la chaîne de valeur parce que je suis capable de proposer une solution de développement avec des résultats potentiellement intéressants à 3, 4, 5 ans. Donc ça c'est un sujet auquel il faut faire attention et c'est pour ça qu'il est important que les acteurs des énergies renouvelables se saisissent du sujet, au-delà du sujet exploitation, maintenance, optimisation des OPEX, etc., pour voir comment les métiers sont questionnés et comment on peut optimiser ces métiers grâce à ces outils-là. Dernier point qui est important, c'est aussi quelque chose qui peut aider à passer un petit moment difficile. On va pas se cacher, on est dans un moment parfois un peu difficile, notamment sur le côté développement de projet. Ça, c'est une réalité aujourd'hui en France. Et en même temps, on a une opportunité très très forte pour diversifier les modes de valorisation de la production des actifs en place et à venir. Et pour le coup, l'IA peut aider à accompagner des évolutions d'organisation d'entreprise pour basculer une partie des personnes qui aujourd'hui faisaient du développement à demain des personnes qui savent gérer une valorisation de production d'électricité, gérer des sujets de flexibilité, etc., etc. Ce qui peut aider à accompagner la transformation de la profession pour la continuer à grandir et à répondre aux besoins en fait.
Grégoire Simon, partagez les remarques de Michel Joria. On est face à une promesse qu'il va falloir saisir si on veut aller vers une révolution industrielle de la filière. Ouais, pour moi, on est clairement devant une révolution très importante avec l'IA. Enfin, on voit la vitesse à laquelle ça évolue, c'est faramineux. Il n'y a aucune, je vois pas de raison que ça n'impacte pas non plus le secteur des énergies renouvelables. Après, effectivement, on est dans les balbutiements, donc c'est difficile d'y voir clair et à quelle vitesse les choses vont pénétrer notre quotidien. Mais c'est sûr que ça va le pénétrer de manière très profonde. Je pourrais citer encore un exemple, le gain de temps par exemple. Donc, alors c'est parce que les enjeux, on peut parler de l'emploi. Effectivement, je pense que ça va impacter surtout la manière de travailler. Enfin, je n'ai pas de réponse, je vous rassure, sur la question de savoir est-ce que c'est un danger pour l'emploi et pour le chômage d'une manière générale ou pas. Mais en tout cas, sur des sujets assez froids comme le droit par exemple, l'analyse juridique, je veux dire, aujourd'hui vous interrogez un LMM, il vous donne une réponse assez juste, alors qu'il faut relire, qu'il faut vérifier en quelques secondes. Donc je veux dire, le gain de temps est phénoménal. L'analyse de données, si vous voulez, un petit résumé exécutif de 2 pages, de rapports très complexes, vous l'avez. Enfin, je veux dire, il y a quand même un bouleversement qui est déjà là et qui va s'accentuer, c'est très clair. Je parlais des agents qu'on est en train de développer en interne. C'est évident que ça va avoir un impact sur notre manière de travailler. Est-ce qu'on l'anticipe suffisamment ? Je pense pas. C'est pour ça, moi, je pense qu'il y a vraiment une vague qui arrive, qui va être très forte, et il faut qu'on s'attelle à anticiper vraiment ce sujet avec force. Après, la France a beaucoup d'atouts, parce que je pense que c'est un pays parfaitement bien connecté, bien placé en Europe pour accueillir de nombreux data centers, avec une production d'électricité qui est déjà massive et décarbonée. Donc on a vraiment une carte à jouer majeure, et qui dit champion européen des data centers peut dire champion européen de l'IA, mais bon, il faut de la volonté, il faut de la visibilité, il faut de l'entrain et de la constance. Et effectivement, c'est une opportunité pour nous, acteurs des énergies renouvelables, puisque ça veut dire une augmentation assez drastique de la consommation électrique, autant qu'elle soit renouvelable, et on peut accompagner le mouvement. Nous, on a signé l'année dernière le plus gros corporate PPA français, avec justement un acteur mondial, Equinix, des data centers, et finalement, ça a accéléré chez nous l'intérêt qu'on porte pour l'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'il peut y avoir un effet d'entraînement aussi intéressant entre ces deux mondes. L'intelligence artificielle, elle est partout. Je te rejoins, Michel. On peut avoir des nouveaux arrivants qui vont bouleverser complètement la manière dont on travaille. Après, pour rassurer peut-être les développeurs, on gagne un projet encore aujourd'hui parce qu'on est à 8h du matin à serrer la main du maire dans une petite commune du fin fond de la France autour d'un café, et que le contact passe et que la confiance, elle se fait là. Voilà, donc, mais je n'oppose pas les deux. Je pense que ça va considérablement nous aider à mieux travailler, comme on a vu que ça pouvait nous aider considérablement à faire des installations d'énergie renouvelable meilleures pour les riverains, pour l'environnement, la faune, les chiroptères, etc., pour le bruit. Enfin, voilà. Donc globalement, on peut voir ça comme une véritable révolution. Avant de demander à Benoît Fraduro comment il faut aborder la vague dont Grégoire parle, je vais demander à l'ingénieur du son de passer un micro à l'hôtesse ou à l'hôte d'accueil, et qu'elle vienne ou qu'ils viennent ici devant pour identifier les questions qui viendraient du public, puisqu'on va prendre en dernière séquence vos questions à l'oral et aussi sur l'appli en ligne. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions à l'oral ou à les envoyer. Benoît, donc, oui. La vague, est-ce que c'est une image qui vous convient bien, là, cette vague qui arrive, sur laquelle il va falloir surfer pour ne pas être englouti? Comment vous voyez alors cette question, promesse, révolution, juste évolution? Je vais être un peu plus mesuré, c'est peut-être un peu mon caractère. C'est bien, ça moi, fait débat. Je vois ça comme une évolution. Voilà, c'est une évolution rapide, soit. Mais aujourd'hui, vous placez il y a 30 ans avec un Amstrad CPC 6128 et un modem 56K, je vous défie de faire de l'IA. On est plutôt en mode U cannabis et ça avance pas. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que
on est capable d'interconnecter, de rendre de l'intelligence, c'est juste par l'intégration de prise de données, d'agrégation de data. Donc, capter de l'information, prendre l'information et qu'elle soit correcte et qu'on puisse la stocker. Aujourd'hui, on parlait de database il y a peu de temps, maintenant on parle de data lake. Pourquoi? Parce que ça devient de plus en plus gros, simplement. Et ça, c'est associé aussi à des puissances de calcul qui sont juste faramineuses. Je vous passe le détail de l'Amstrad, mais pour les plus anciens, je pense que les plus jeunes ne connaissent pas, mais aujourd'hui, on a des puissances de calcul qui sont faramineuses. Donc en fait, quand on associe tout ça, forcément, on va vers des algos qui sont beaucoup plus rapides, qui peuvent intégrer, ingurgiter plus de data et qui peuvent donner des résultats de plus en plus pertinents, de plus en plus fins. Et moi, je le vois comme ça, en fait. Je le vois comme une évolution et pas forcément une révolution parce que, encore une fois, il y a des... Je ne sais pas si vous connaissez les courbes de Gartner, mais chaque technologie subit ce qu'on appelle une évolution de courbe de Gartner. Ça veut dire qu'au début, il y a toujours un emballement. On se dit, ouais, c'est super, et après, ça se casse la gueule. Et après, ça revient à un niveau technologique acceptable. Et là, aujourd'hui, l'IA, on est quand même, je pense qu'on n'est pas loin du haut de la bosse. Mais regardez ces courbes-là, et en fait, toutes les technologies suivent à peu près les mêmes courbes au début sur les emballements. Alors, encore une fois, c'est mon caractère qui veut que je sois peut-être plus mesuré. Mais effectivement, il y aura un impact, ça va nous aider. Et par contre, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est ce que Jean-Louis évoquait tout à l'heure, c'est la sobriété énergétique. Aujourd'hui, on ne va pas développer des ENR pour nourrir l'énergie bouffée par les IA. Parce que des IA, aujourd'hui, on en a de partout. Hein. Le LED là, qui est en face, je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas de l'IA derrière. Donc, il y a un moment, va falloir être un peu plus sobre, un peu plus mesuré. Et l'IA, en fait, elle va nous aider sur certains trucs. Il faut rester vigilant, il faut rester conscient que derrière, il y a une consommation énergétique. La sobriété numérique, ce n'est pas des paroles vaines. Et moi, aujourd'hui, quand je vois la quantité d'informations qui sont transitées de partout, alors encore une fois, on a la capacité de le faire aujourd'hui, on a la capacité de les ingérer. Mais ces informations-là, ça représente une consommation des serveurs qui sont juste énormes. Moi, je n'arrive pas à imaginer, je ne sais pas si vous y avez, mais quand je vois le nombre de portables, quand on prend le métro le matin à Paris et qu'on voit les gens qui regardent des photos, des vidéos, qui jouent à des jeux, etc. En fait, tous les secteurs aujourd'hui font appel à de la data et c'est juste phénoménal. Donc, moi, j'essaye d'être mesuré parce qu'il faut rester conscient de ce truc-là. Il faut rester un peu les pieds sur terre. Et il faut utiliser l'IA à bon escient sur des tâches qui sont complexes et sur des choses qui apportent de l'efficacité énergétique, qui apportent vraiment des nécessités sur nos besoins. Mais si aujourd'hui vous augmentez la production d'une centrale de 0,001% grâce à un algo d'IA, bon, on peut peut-être s'en passer, quoi. Alors, on a eu l'image de la vague. L'image de Benoît, c'est la bosse. Alors, quelle est l'illustration que va choisir Jean-Louis? Je vais vous décevoir, je ne vais pas faire d'illustration, mais j'adhère très globalement à ce que vient de dire Benoît. Du coup, je ne vais pas répéter la même chose. Je vais peut-être un petit peu ouvrir le débat sur d'autres sujets et peut-être revenir à la question du rythme d'adoption et d'arrivée de l'IA dans les organisations. Pour les moins jeunes d'entre nous, vous vous souvenez peut-être de l'arrivée de l'informatique dans les entreprises. Au tout début, c'était les mainframes. Voilà, bon, ça, même moi, je suis encore un peu jeune. Et puis ensuite, on est arrivé au PC. PC, on a un peu oublié ce que ça veut dire, mais c'est personal computer. Et finalement, aujourd'hui, on ne se pose plus la question. Tout le monde a un personal computer sur son bureau quand il vient au travail. D'ailleurs, il l'emmène même avec lui. Maintenant, c'est encore un peu différent. Il a fallu 20 à 30 ans pour ça. Puis ensuite, il y a eu la vague, je vais quand même prendre une vague, la vague Internet. Internet, il a fallu 10 à 15 ans pour le généraliser dans les entreprises. Et puis maintenant, il y a l'IA. L'IA, les spécialistes pensent qu'il va falloir 5 à 7 ans. Vous notez qu'à chaque fois, on divise par 2 le temps d'adoption. Donc moi, je ne parlerai pas d'une déferlante, d'une vague, d'un tsunami, mais je parlerai d'une évolution majeure, tout de même, extrêmement importante. Et finalement, l'IA, ce n'est qu'un outil de plus dans la caisse à outils des développeurs, des ENR, et puis dans tous les domaines finalement, puisque l'IA, ce n'est pas un outil spécifique, c'est un outil général qu'on peut utiliser dans tout. L'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'on a beaucoup parlé de data. Avant de faire de l'IA, il va falloir continuer à consolider nos données, à les aligner, à les rendre propres pour en faire quelque chose. Et effectivement, se pose là aussi la question de la sobriété et des volumes de stockage. Mais il faut mettre ça en lumière par rapport aux besoins de nos clients.
Et là, je vais vous parler de retour sur investissement, et c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Finalement, stocker pour stocker, ça n'a aucun sens. Il faut stocker le juste nécessaire pour couvrir nos usages d'aujourd'hui et essayer d'anticiper nos usages de demain. Et finalement, le ROI, il n'est pas que économique, il est aussi écologique, et je pense qu'on doit avoir ça en tête. Pour finir peut-être sur une note positive, moi je suis quand même convaincu que l'intelligence artificielle aujourd'hui c'est un outil clé de la décarbonation. Même si à l'instant T ça augmente nos consommations énergétiques, moi je pense que comme c'est un levier d'optimisation, c'est ce qui va nous aider à baisser nos consommations énergétiques. Merci Jean-Louis. Alors est-ce que nous avons des questions dans la salle? Vous levez la main et on vous apporte le micro. En tout cas, moi je ne vois plus de questions sur l'appli Slido. On est arrivé en tout cas au bout de l'heure de notre échange, mais on peut se donner, si vous le souhaitez, quelques minutes supplémentaires pour prendre vos questions. Si je ne vois pas de main se lever, on va considérer que c'est terminé. Et auquel cas, nous allons applaudir nos intervenants. C'était passionnant. Merci Michel Joria, Grégoire Simon, Jean-Louis Allaire, Benoît Fronduro. Un grand merci à tous les quatre. Très bonne fin de journée sur Energaia.